Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va s'intéresser au monde après la Seconde Guerre mondiale. Donc, une fois que les Alliés ont remporté la victoire contre l'Allemagne nazie et contre le Japon un peu plus tard, comment va évoluer la géopolitique mondiale? Dans un premier temps, on va se retrouver avec deux blocs, un affrontement entre deux superpuissances, d'un côté l'URSS, de l'autre côté les États-Unis. Puis, à la chute de l'URSS, on va se retrouver avec une hyperpuissance, c'est-à-dire un État qui domine les autres. Il s'agit des États-Unis. Depuis le XXIe siècle, on voit émerger petit à petit et de façon de plus en plus visible l'émergence d'un monde multipolaire. Donc, vous avez dû le comprendre, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment on est passé d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. Depuis la fin de la guerre froide, le monde a traversé une transition significative. On est passé d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement un monde multipolaire et qu'est-ce que ça implique comme changement? Dans un premier temps, on va voir comment on est passé d'une étape à l'autre. Dans un premier temps, avec la guerre froide, on a vu l'émergence d'un monde bipolaire. Le monde est divisé en deux, avec d'un côté les États-Unis et ses alliés, et de l'autre l'Union soviétique et ses alliés. Pourquoi on se retrouve avec deux superpuissances et pas plus? C'est parce que avant la Seconde Guerre mondiale, on était dans un monde multipolaire. On avait d'autres superpuissances, comme le Japon qui monte en puissance, comme l'Allemagne, comme la France, comme le Royaume-Uni, sauf que certains pays sont totalement détruits ou totalement ruinés après la Seconde Guerre mondiale. Cette bipolarité va donner lieu à des rivalités idéologiques, politiques et économiques intenses. Ça va définir complètement les relations internationales de l'époque. Tout tourne autour de ces deux pays. Je vous ai mis des exemples de conflits militaires avec l'Afghanistan, avec le Vietnam. Je vous ai mis par exemple la conquête de l'espace avec Gagarin et Armstrong, cette rivalité pour dominer l'espace. Je vous ai mis aussi un exemple de rivalité sportive, mais c'est des choses que normalement vous avez déjà vues quand vous avez étudié la guerre froide. L'effondrement de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin, donc la fin de la guerre froide, symbolisent la fin du monde bipolaire. On se retrouve dans une ère d'unipolarité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pôle, les États-Unis. Ils sont une superpuissance, voire une hyperpuissance incontestée. Ils sont les plus puissants et ils dominent économiquement et militairement la scène mondiale. Cette hyperpuissance est visible avec l'influence considérable des États-Unis, notamment avec des interventions militaires dans les pays du Golfe, avec la signature d'accords commerciaux comme l'accord de l'ALENA en 1992 et par la place que va occuper et les décisions que vont prendre les États-Unis par le biais de l'ONU. Ils vont notamment pousser pour une intervention militaire en Somalie. Ils vont notamment participer aux accords de Dayton pour régler le problème de la Bosnie-Herzégovine. Donc, ils vont avoir un rôle hyper important. C'est à cette époque qu'on va parler d'eux comme les gendarmes du monde. On va parler même de Pax Americana, la paix américaine. Ils sont tellement puissants qu'ils ont une influence sur le monde entier. Ça s'appuie sur leur hard power, sur leur puissance militaire. L'armée américaine à l'époque et toujours aujourd'hui est l'armée la plus puissante. Vous avez une évolution de son budget, vous voyez que son budget, même s'il y a quelques pauses liées à la fin de la guerre froide ou à la période de détente, globalement ne cesse d'augmenter depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains s'appuient aussi sur un soft power très puissant. Le soft power américain est très très présent à l'échelle planétaire. On va très vite voir apparaître des limites à cette unipolarité. Pourquoi? Puisque cet impérialisme américain, cette domination, cette hégémonie, va être très critiqué. Ça va être critiqué par d'autres pays, ça va apporter des tensions diplomatiques. Ça va aussi être critiqué par le biais des interventions américaines dans les pays du Golfe. Ils vont intervenir en Afghanistan, ils vont intervenir en Irak plusieurs fois et petit à petit, il va avoir un rejet de la présence américaine, mais il va avoir aussi un rejet de tout ce que représentent les États-Unis. Et ça va trouver son apogée avec les attentats du 11 septembre 2001. Donc 2001, c'est vraiment une année tournante. Et pourquoi cette date? Puisque à partir de là, les États-Unis vont mener une guerre contre le terrorisme et d'autres pays vont prendre de plus en plus d'importance à cette même époque. Donc cette émergence d'un monde multipolaire, ça s'explique aussi dans le développement économique d'autres pays. Il y a des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Indonésie, d'autres, qui vont se développer économiquement et donc avec
ce développement économique, ils vont devenir de plus en plus influents au niveau régional et même mondial. Ils vont développer aussi leur armée, et cetera. Et donc petit à petit, ils vont devenir des puissances, dans un premier temps régionales, avant de devenir des puissances mondiales. Cette émergence est possible aussi parce que les États-Unis, comme on l'a déjà évoqué, ils sont moins impériales. Là, je vous ai mis un exemple du dernier échec américain avec le départ d'Afghanistan. Les États-Unis n'ont plus aujourd'hui les moyens de s'imposer comme les gendarmes du monde et ils ne sont plus incontestables. Ce qui laisse de la place aux autres pays et donc ça va développer encore une fois un monde multipolaire. Mais quelles vont être les conséquences de l'émergence d'un monde multipolaire? Il va en avoir plusieurs. On va avoir une complexification des relations internationales, puisque avant, bah, il y avait 2 pays qui décidaient à peu près tout ou qui dominaient les débats sur les relations internationales, l'URSS et les États-Unis, donc c'était assez facile en fait. On avait 2 camps, mais en gros, c'était assez simple de lire les intérêts de l'un et les intérêts de l'autre. Puis quand les États-Unis étaient seuls et dominants, encore plus facile. Maintenant, on est dans un monde multipolaire, chaque puissance a ses propres enjeux, a ses propres intérêts, ce qui va apporter une instabilité et une multiplication des tensions. Pourquoi? Chaque État a son intérêt. Les intérêts de l'Iran, de l'Arabie Saoudite ne sont pas les mêmes. Les intérêts de la Chine et de l'Inde ne sont pas les mêmes. Plus il y a de puissance dans ce monde multipolaire, plus on se retrouve avec des situations floues, moins lisibles, tendues, et on est toujours au bord de crise et potentiellement au bord de guerre. L'émergence d'un monde multipolaire, l'un des points négatifs, c'est que ça complexifie grandement les relations internationales. Un exemple, par exemple, avec les alliances, on va avoir une diversification et une instabilité des alliances. Pourquoi? Parce que certains pays, je prends l'exemple de la Turquie flirte toujours entre la Russie et les États-Unis selon leur intérêt. On a la même chose avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite. Quand l'un se rapproche d'une puissance, et ben l'autre va se rapprocher d'une autre puissance. Et on va avoir un jeu d'alliances comme ça, très instable. Et c'est visible par exemple avec la guerre en Ukraine. Certains pays comme l'Inde, comme le Brésil, restent très distants pour éviter justement de devoir se rapprocher d'un pays ou de l'autre. Enfin, dernière conséquence, c'est celle de la course à l'armement. Ici, je vous ai mis le top 15 des budgets militaires mondiaux. Vous remarquez que c'est quasiment les pays les plus riches de la planète. Et donc, on est dans une phase de militarisation du monde, notamment avec ce qui s'est passé en Ukraine. On a aussi le développement de la course à l'armement nucléaire, notamment par ces pays qui veulent s'imposer comme des grandes puissances, ou en tout cas comme des puissances mondiales, et qui ont du mal à s'imposer par leur poids économique. Par exemple, vous prenez la Corée du Nord ou l'Iran. Enfin, il faut évoquer un dernier point, l'Union européenne, que je n'ai pas évoqué. Pourquoi je n'ai pas parlé de l'Union européenne? L'Union européenne, ça mériterait une vidéo. Puisque déjà, il faut s'interroger. Est-ce que finalement l'Union européenne est une grande puissance? L'Union européenne, c'est une puissance économique. Si vous prenez les plus grandes économies de la planète, on retrouve dans le top 15 plusieurs pays présents dans l'Union européenne. Donc c'est une puissance économique, il n'y a pas de problème. C'est une puissance diplomatique et politique, personne ne le remettra en question. C'est un soft power très important, puisque je vous ai mis un exemple que j'ai choisi, le tourisme. Les pays de l'Union européenne sont les pays qui attirent le plus de monde. Donc c'est que la culture européenne attire à l'international. Le problème de l'Union européenne, ça va être sa puissance militaire. L'Union européenne n'arrive pas à développer un hard power et dans le monde qui se militarise, dans un monde où la puissance, le hard power occupe de plus en plus de place pour s'affirmer en tant que grande puissance, eh ben, avoir la puissance économique comme l'Union européenne sans puissance militaire, c'est un frein. L'Union européenne, avec la guerre en Ukraine, fait face à ses limites au niveau de l'armement, au niveau de ses armées, et donc c'est difficile de considérer l'Union européenne totalement comme une grande puissance en sachant cette limite. Mais on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.